Merci, Monsieur le Président. Je vais quand même profiter de mon tour là pour donner l'information à Monsieur l'ambassadeur. Vous m'avez empêché de lui donner tout à l'heure. Je vais profiter de mon temps pour lui donner cette information. Monsieur Moukhaled disait que par la voie ferroviaire, la distance entre le port de Beyrouth et les frontières avec la Syrie, c'est 37 minutes. Par comparaison, on a besoin de 2h30 par voiture, si ça roule bien, pour traverser la même distance. Donc c'est très important de profiter de ce projet-là, et ça peut jouer un rôle économique important. Voilà, c'est l'information. Voilà, pour mon intervention, je vais essayer de répondre à 4 questions. Nous avons parlé théorique un peu. La plupart du temps, je vais essayer d'analyser le terrain. La première question, pourquoi parler de la politique étrangère d'un tout petit pays comme les Émirats arabes unis? Un pays de 6 millions d'habitants, dont 900 000 arabes. Un pays qui se trouve dans une région où il n'est pas le plus grand dans cette région. Pourquoi parler de ce pays et pas d'autres? Deuxième question, pourquoi qualifier sa politique d'offensive? Depuis quand un tout petit pays peut mener une politique offensive? D'habitude, les petits pays mènent une toute petite politique qui convient à leur situation géopolitique, à leurs moyens. Pourquoi alors parler d'une politique offensive de ce pays? Troisième question. Est-ce que cette politique-là pèse dans l'avenir de cette région, dans la nouvelle politique, dans la nouvelle géopolitique en cours de cette région? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Pour la première question, pourquoi cette politique? Alors, si on jette un coup d'œil sur la région, on trouve les Émirats arabes unis au Conseil de sécurité en train de voter avec la Chine contre les Américains, contre un projet américain concernant l'Ukraine. On trouve M. Poutine en train d'appeler Mohammed Ben Zayed pour qu'il conserve la politique de cotation au sein de l'OPEP+. On va un peu plus loin, au Yémen, on trouve ce pays en train de jouer un rôle hyper important dans l'avenir de ce pays. L'Arabie Saoudite veut conserver l'unité du Yémen. Les États arabes unis sont en train de financer la séparation du sud du Yémen de son nord. Si on jette un coup d'œil sur le barrage d'Éthiopie, on trouve un rôle important des Émirats arabes unis dans cette affaire. D'une part, ils financent le barrage. Alors en face, il y a 2 pays arabes importants, l'Égypte et le Soudan, qui ne supportent pas ça. Et de l'autre côté, ils sont en train d'aménager un port maritime pour aider l'Éthiopie à avoir un accès sur la mer Rouge. On connaît tous que l'Éthiopie a perdu son accès à la mer Rouge après l'indépendance de l'Érythrée. Mais aujourd'hui, les Émiratis sont en train d'aider
l'Éthiopie à avoir un accès important sur la mer Rouge. Si on continue de suivre les prises de position émiraties ici et là, on les trouve au cœur du conflit israélo-arabe, avec leurs projets hébraïques, sont en train d'essayer de changer le cours de ce conflit, sont en train de remplacer la cause palestinienne qui a été au cœur du conflit arabo-israélien pendant 3/4 de siècle. Les Émiratis sont en train de changer tout ça et de remplacer le conflit par un processus d'intégration d'Israël dans la région sans payer quoi que ce soit, sans répondre au projet que tout le monde est d'accord de 2 États, israélien et palestinien. Donc on est en train de sacrifier la cause palestinienne et essayer d'intégrer Israël sans que l'État hébreu paye quoi que ce soit. En plus, les Émiratis participent à un projet qui s'appelle le projet d'Ashkelon. Le projet d'Ashkelon, c'est un projet très important. Il lie Israël à la Jordanie, aux pays du Golfe, d'une part, de l'autre part, il lie les pays du Golfe à la Jordanie, à la mer Rouge, et il va servir comme canal d'acheminement du pétrole, du gaz de tous les pays du Golfe vers l'Europe. Donc, ce pays, c'est vrai qu'il est petit, ce pays, c'est vrai qu'il n'est pas au devant de la scène nationale et internationale, au devant de la scène régionale et internationale, mais il joue un rôle hyper important. Il va suivre ce rôle jusqu'où peut aller ce pays et quelles sont les conséquences. C'est pour cela que j'ai mis le titre de mon intervention politique offensive et conséquences. Voilà la réponse à la première question. La réponse à la deuxième question. Il y a 50 ans, les Émirats arabes unis étaient un pays colonisé. En 1971, les colonialistes britanniques supplient les Arabes des Émirats arabes unis, les suppliaient. Monsieur, s'il vous plaît, prenez votre indépendance. Alors les Émiratis, non, c'est pas la peine. Laissez-nous. Les Britanniques, leur colonialisme dans ces pays coûtait cher. Ils ne pouvaient pas supporter. Et les Émiratis disent non, ce n'est pas le moment, il faut attendre un peu. C'était avant 1970. Mais avant 1970, il y avait Nasser qui lançait le slogan, grand slogan dans la région, qui dit que le pétrole arabe, c'est pour tous les Arabes, pas pour les Émiratis et pas pour l'Arabie Saoudite, c'est pour tout le monde. En 1967, Nasser a été battu par Israël et le nationalisme arabe prend un coup très dur et Nasser mort au mois de septembre 1970 et les Émirats arabes unis, les Britanniques disent voilà, ça a changé, ça va changer davantage, alors prenez votre indépendance. Ils disent non, il faut attendre un peu plus de temps. Pourquoi attendre un peu plus de temps? Parce que il y avait une union, comme l'union des États arabes unis,
au sud du Yémen. Il y avait 25 sultanats, 25 émirats, 25 mashiachas, sous un régime qui s'appelait l'État des pays du Sud arabe. Les marxistes yéménites ont balayé cet État-là après le départ des Britanniques en 4 ans. En 4 ans, il n'y avait plus cet État-là et les Britanniques ont tout perdu. Les Émirats arabes unis ont dit, puisque cette affaire a tourné mal au Yémen, ça pourrait tourner mal aussi chez nous. Donc il faut attendre un peu. Et d'autres raisons d'attendre aussi. Sur les frontières d'Arabie des États-Unis arabes, il y a l'Arabie saoudite, un régime qui a taillé les frontières du pays par le sabre. Un régime qui ne se base pas sur le droit historique, sur le droit international, un régime qui se base sur le coup des sabres. Là où le sabre peut fonctionner, ils peuvent arriver et dire voilà, c'est nos frontières. Il a fait ça avec tout le monde à côté. Donc, ça fait peur pour les Émiratis. De l'autre côté, il y a le sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman considérait toujours que les Émirats arabes unis représentent la côte réconciliée dans la région. Donc c'est du territoire omanaise. En face, il y a la monarchie persique, le Shah d'Iran, une monarchie redoutable, qui avait des visées hégémoniques dans toute la région. Et avoir peur de cette monarchie était vraiment vérifié après. 2 jours avant l'indépendance des Émirats arabes unis, 2 jours, le Shah d'Iran a occupé les îles de Tomb al-Kubra, Tomb Soghra et Abu Musa. Pour les 2 tombes, c'était très proche de la côte persique, mais pour Abu Musa, il y avait un accord avec le propriétaire de cette île-là, qui s'appelle Khaled al-Qasim, l'émir de Ash-Shariqa. Il a été payé en 10 ans 3 millions de dollars, 3 millions 6 de dollars, 0,6 de dollars pendant 10 années. D'ailleurs, il a été assassiné après. Donc, voilà pourquoi les Émirats arabes unis ne voulaient pas avoir leur indépendance. Mais une fois ont été obligés d'être indépendants, ils ont lâché leurs frontières et s'est dirigé vers la mer pour construire un État maritime qui a de l'influence et de l'importance dans les mers là où ils peuvent y arriver. Il y a 40 ports dans le monde dirigés par Dubaï. Et ils ont, après, mené un zéro politique étrangère. Un zéro. On ne trouve pas de traces de la politique étrangère émiratie avant une quinzaine d'années. 20 ans, à l'époque, il y avait quoi? Prenons un exemple. Saddam Hussein, pendant le sommet arabe, disait à l'émir d'Abu Dhabi, alors, Cheikh, j'ai entendu dire que vous allez payer 300 000 dollars pour les Palestiniens. Je vous remercie beaucoup. Alors, personne n'a promis et les Émiratis n'ont pas promis. Mais ils étaient obligés après de payer 300 000 dollars pour Yasser Arafat. Voilà, c'était ça.
C'était ça. D'ailleurs, Par jour non, il n'était pas le seul. Hein. Il y a quelques années, là, il y a 10 ans, il y a 7-8 ans, Nicolas Sarkozy, pour faire plaisir à Cécilia, a appelé les émirs, Mohammed Ben Zayed, le vice-émir des États Arabes Unis, en lui disant, écoute, on va libérer les nurses bulgares en Libye. Et je vais faire plaisir à Cécilia. On a besoin d'un demi-milliard de dollars de votre côté et un demi-milliard de dollars du Qatar. On va payer à Kadhafi 1 milliard de dollars et comme ça on va faire terminer avec cette affaire des Bulgares. Et ça a marché comme ça. Ça a marché comme ça. C'est vérifié, hein, c'est tout le monde. C'est le monsieur qui a payé vient de déclarer ça. Monsieur Hamad Ben Jassim Al-Sani, il a déclaré ça. Il a dit ça. C'est important. Est-ce que c'est les Émiratis ou le Qatar qui ont payé pour les deux. Voilà, c'est ce qu'on sait. On a divisé la somme. Les Qataris disent, moi je l'ai écouté il y a 2 jours, 3 jours. Il a dit, voilà, Sarkozy m'a appelé, j'ai fait un chèque. Kadhafi m'a dit qu'on ne va pas encaisser ce chèque-là et on va vous le rendre. Mais après, Kadhafi a tout encaissé et c'était bien. Donc, pour dire aussi que ce n'était pas Saddam seulement qui a fait ça. Donc, on va retourner à notre histoire avec cette politique-là. Donc, voilà. Ce pays joue une politique offensive. Pourquoi je dis offensive? Parce que essayer de changer le cours de la cause palestinienne, ce n'est pas une mince affaire. Se mettre en face de la grande majorité des Arabes qui, certains disent qu'il faut éliminer Israël de la région, d'autres disent ça va, on va cohabiter avec un État israélien, mais il faut un État palestinien. Il n'y a pas une masse qui dise il faut intégrer Israël par la voie abrahamique. Il n'y a pas. Donc, mener cette politique-là, c'est vraiment offensif. Est-ce que ça va réussir? On verra. Pour l'instant, ça marche. Deuxième raison, le printemps arabe a balayé beaucoup de dirigeants dans le monde arabe. Kadhafi, Ali Abdallah Saleh, Zayn al-Abidine Ben Ali, tous les acteurs nationalistes arabes ont été balayés. Il n'y a personne dans la scène politique arabe. Donc, les Émirats ont avancé leur pion et ils ont essayé de jouer un rôle offensif et important, à mon avis. Et ils vont continuer. Aujourd'hui, au Yémen, ils font la même chose. Ils ont pu arrêter l'offensive des Houthis au Yémen. Les Houthis étaient à 2 doigts d'occuper Maghreb. Des salafistes des brigades salafistes financées par les Émirats arabes unis ont réussi à mettre fin à cette offensive-là et à faire un champ de neutre entre les deux belligérants et pour l'instant, les Houthis n'arrivent pas à refaire la même chose. Donc, on est face à un pays qui a les moyens financiers, mais il souffre d'une faiblesse démographique extraordinaire. Pour la première participation des Émirats arabes unis à la guerre du Yémen, il y a 4 ans, les Ansarullah, les Houthis, ont réussi à tuer 100 soldats et officiers émiratis, avec plusieurs
blessés, je ne sais pas le nombre. Cette perte-là a poussé les Émiratis de reculer et de retirer leurs troupes du Yémen aux Émirats. Ils ne supportent pas une perte, même minime, comme cette perte-là. La faiblesse démographique joue un rôle qui ne va pas aider les Émirats arabes unis à jouer un rôle direct. C'est pour cela qu'ils ont financé les Soudanais, c'est pour cela qu'ils ont financé des salafistes yéménites, et ils sont en train de changer le cours de choses au sud du Yémen. Il reste quand même un événement majeur. La Chine essaye par la voie de la route des soies de déverser dans la région par Bab el-Mandab un volume de commerce, je ne sais pas utiliser le terme économique qui convient, mais un volume de commerce estimé à 3 trillions de dollars. Les Émiratis essayent d'avoir une place dans ce processus-là. Pourquoi? Parce que avec l'avancée des Chinois, le port de Jabal Ali, le meilleur port émirati de Jabal Ali, qui est considéré comme le 4e port commercial du monde, va devenir un port local. Donc, les Émiratis ont intérêt à avoir une place dans cette affaire-là. Ils ont essayé d'investir 4 milliards de dollars à Djibouti, mais les Français, les Américains, les Chinois surtout, n'ont pas accepté. Ils ont été délogés. Pour être délogés et humiliés, ils n'ont pas accepté. Donc, ils se sont installés dans l'autre côté de Bab el-Mandab, c'est-à-dire dans l'île yéménite qui s'appelle Maïnoun et l'autre île yéménite dans l'océan Indien qui s'appelle Socotra. Ils sont en train de construire une infrastructure militaire hyper importante. Cette infrastructure peut leur donner une place importante dans cette région. Et s'ils arrivent à séparer le sud du Yémen du nord, alors là, vraiment, ils vont gagner beaucoup de choses. En plus, ils vont aider Israël. Ils vont aider Israël parce que la seule et l'importante accès israélien à la mer Rouge, c'est par le voie de détroit Eilat. Et Eilat a causé la guerre de 67. Donc, Eilat, Bab el-Mandab, c'est stratégique pour Israël, c'est stratégique pour les Émiratis et c'est stratégique pour tout le monde, même pour l'Égypte. Parce que séparer Bab el-Mandab du canal Suez, ça ne va pas plaire aux Égyptiens. Cette voie-là, il est primordial pour tout le monde. Donc voilà, les Émiratis essayent de se placer là-dedans et de mener une politique vraiment offensive. De zéro politique étrangère à une politique étrangère offensive, ça porte un risque d'un grand écart, ça peut causer des problèmes à ce pays-là. Mais quand on est bon avec tout le monde, avec Israël, avec l'Iran, il y a un accord de sécurité entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Il y a 600 000 Iraniens basés à Abu Dhabi. Il y a 8 000 hommes d'affaires iraniens à Abu Dhabi. Il y a 6 000 sociétés iraniennes à Abu Dhabi. Donc, on fait plaisir à tout le monde, on est avec tout le monde, même avec Sarkozy, comme on vient de le constater, et
c'est pas difficile. Et monsieur le Président me pousse à mettre fin à cette intervention. Je suis désolé. Voilà, oui, je vais vous libérer. Merci. Juste Il y a une des phrase, questions. juste une phrase à la fin. À mon avis, dans la nouvelle géopolitique de cette région, les Émirats arabes unis vont continuer de jouer un rôle important. Ils vont peut-être porter un coup dur ici et là, mais ils ont le moyen financier pour continuer de mener cette politique. Et sauf s'il y a un changement radical dans la région, il y a toujours ce qu'on appelle l'axe de la résistance qui n'est pas très content de cette politique et qui essaie avec l'Iran de faire autre chose. Alors là, on va entrer dans une nouvelle intervention et on va laisser ça pour la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup.